Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Bon, des annonces en veux-tu en v'là aujourd'hui, a commencé ici à Québec alors qu'on a eu le fameux projet de loi 56 qui a été présenté par le ministre de la Justice Simon Jolin Barrette, qui sera d'ailleurs un peu plus tard avec nous à cette émission. Mais en attendant, c'est une réforme qui était assez attendue, Mario, qui est la suite un peu de ce qui a été amorcé dans le premier mandat de la Coalition Avenir Québec. Ouais, mais c'est la suite de ça, mais c'est la suite, ça fait 10 ans au Québec que ça traîne. Il y avait eu le rapport de l'avocat du professeur de droit, M. Roy. Ça a traîné essentiellement. On disait que chez les libéraux de Philippe Couillard, ça divisait, je pense, le caucus, le Conseil des ministres. On avait failli avancer avec ça. On avait reculé parce que c'est un sujet délicat, là. C'est toute la question, est-ce que tu as l'air de marier de force des gens qui sont en union libre? Puis là, quand on dit les mariés, c'est qu'est-ce que tu mets en commun? Oui. Et la fine ligne à tracer, c'est la protection des enfants. Donc, ce que le ministre Jolin Barrette essaie de faire, c'est de dire, moi, je crée une union parentale, un nouveau statut. Tu as le mariage, mais là, tu as l'union parentale, qui, à partir de 2025, va devenir automatique pour les couples en union libre qui vont avoir un enfant. Donc, si tu es en union libre, pas d'enfant, chacun s'arrange avec ses affaires. Mais dès qu'il y a un enfant, c'est comme là, vous avez un tiret, là, un point commun au couple. Puis là, autour de l'enfant se bâtit naturellement, à partir du jour 1, un espèce de patrimoine d'union parentale dans lequel il y a la maison. Oui. C'est la maison où l'enfant est élevé. Un certain nombre de biens, etc. Donc, c'est... Puis là, en cas de séparation ou en cas de décès d'un des conjoints, il y a des règles qui changent pour protéger le patrimoine autour de l'enfant. Là. Voilà, fait que maison, tu l'as dit, des meubles dans résidence, l'auto aussi, tout ça, ça vient rentrer dans ce qu'on appelle le patrimoine familial. Mais il y a des gens qui veulent rien savoir de ça. Il y a des gens qui disent le gouvernement essaie de nous marier de force. Là. Nous autres, on a voulu vivre en union libre. Puis, dans certains cas, c'est parce que t'as deux conjoints qui sont deux super professionnels, puis les deux ont une méga carrière, puis chacun leur compagnie, puis des gros jobs, puis ils sont consentants à dire, regarde, on fait chacun nos affaires. Dans d'autres cas, c'est parce qu'il y a un des deux conjoints qui a beaucoup d'avoir, beaucoup de biens, beaucoup de succès économique, puis des fois, l'autre s'occupe plus des enfants, puis la carrière est plus secondaire ou n'a pas la même chance. Puis lorsqu'il y a une séparation... C'est ça. Comment tu veux pas nécessairement, tu dis, OK, ils sont en union libre, t'es en union libre, mais l'enfant, lui, il est l'enfant du couple. Alors, comment il va vivre la séparation? Et c'est tout ça, là. Oui, vraiment. On veut protéger d'une certaine manière, dans le fond, le parent qui pourrait se retrouver comme ça dans une situation économique moins avantageuse, mais qui serait avantageuse pour l'enfant. Là. On se comprend, c'est vraiment ça qui est au cœur de tout ça. Mais c'est pas simple quand même, parce que je veux dire, l'argent, la maison, c'est oui, tu le fais pour l'enfant, mais ça agit sur les deux conjoints aussi. J'ai hâte de voir ce que vont être les réactions. Il va y avoir une large consultation là-dessus. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'opposants qui vont y aller publiquement? Ça va être intéressant à suivre. Oui, parce qu'il y a quand même une différence avec le mariage classique, Mario. Là, on n'est pas du tout dans la même chose. Là. Oui, il y a un partage de biens qui peut s'effectuer, mais là, quand on parle des autres biens, là, les réals, la pension, tout ce qui est pension alimentaire, là, on est dans le mariage, Mario. Là. C'est vraiment là-dedans qu'on embarque. Alors que dans l'union parentale, exemple, les régimes de pension réels des conjoints, c'est pas mis en commun, c'est pas dans le patrimoine commun. Pas du tout. La résidence chalet, résidence secondaire non plus. Non plus. Donc, c'est comme une question, puis c'est ce qu'expliquait M. Jolin Barrette, un peu de choisir ton programme de protection, je le mets en gros guillemets, là, mais quel genre d'union, quel genre d'association de biens tu veux créer au sein de ton union puis de l'union familiale en question, ce sera modulable, si on veut, de ces deux côtés-là. Donc, ce sera à voir pour tout ça. Puis ça faisait longtemps que c'était dans les cartons, Mario. Ça fait depuis quand même les années Marois, gouvernement Marois, qui avait essayé aussi là, de statuer là-dessus, tabletté sous Couillard, de retour avec la Coalition Avenir Québec. Laissé sur les tablettes pendant tout le premier mandat de la CAQ. Donc, plusieurs aujourd'hui disent qu'il y a quelque chose de courageux là, dans le geste de Simon Jolin Barrette. Tout savoir en 24 minutes. Et pendant ce temps-là, on a eu droit à deux annonces distinctes qui viennent aider les locataires, Mario. Du moins, qui ont la volonté de venir aider les locataires en pleine crise du logement. Et c'est du côté du fédéral et du côté du municipal ici à Montréal qu'on a agi. Commençons tout de suite avec Ottawa parce qu'on a eu cette annonce là, un peu plus tôt du gouvernement Trudeau qui était sur place à Vancouver avec la ministre Chrystia Freeland, ministre des Finances, parce que le budget s'en vient, Mario. Hein, c'est très bientôt, 3 semaines avant le dépôt du budget fédéral. Juste une parenthèse là-dessus. C'est quand même une première, à ma connaissance. Je reste... Qu'on me le dise s'il y a déjà eu des cas. D'habitude, on dépose le budget,
Puis là, dans les 2-3 semaines qui suivent, tu vas faire, mettons, une série d'annonces là, sur donner les détails, puis donner tout le fonctionnement des mesures. Le budget, c'est général, puis là, tu donnes les détails après là, sur les différents sujets du budget. Ouais. Mais là, ce que M. Trudeau a annoncé aujourd'hui, il nous a dit, je vous annonce ça qui va être dans le budget, puis dans les prochains jours, donc avant le budget, pré-budget, il dit qu'il va faire une série d'autres annonces, comme si quand le budget va être déposé, probablement, c'est de garder du nouveau aussi, mais il va y avoir plusieurs des éléments du budget qui vont avoir été annoncés dans les 2 semaines précédentes. Fait que c'est une campagne d'effeuillage D'effeuillage pré-budgétaire, j'ai jamais vu ça, sincèrement. Là. C'est la première fois que je vois ça orchestré de cette façon-là. Ouais. C'est pas après le budget qu'on en donne les détails, mais que c'est avant. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à analyser là. Est-ce qu'on veut essayer de renverser la vapeur du côté du gouvernement Trudeau? Peut-être. Ou l'autre hypothèse, ce matin à LCN, Emmanuel Latraverse disait peut-être qu'on se dit que le déficit, comme à Québec, là, le déficit va être tellement gros qu'une fois le budget sorti, ça va être ça la nouvelle. Avant ça, on veut montrer, regarder toutes ces mesures. On passe les bonnes nouvelles avant, parce qu'on se dit qu'une fois qu'on va avoir vu le budget, ça va être le déficit qui va occuper tout l'espace. Mais là, le problème, c'est qu'en annonçant ça, Mario, ça n'a pas fait que des heureux. Puis ça, c'est quoi? Je n'ai même pas expliqué encore. On parle de créer une charte des droits des locataires, mais au niveau fédéral, qui forcerait les propriétaires à avoir un historique clair, à le rendre public, des loyers d'un appartement. En gros, un peu une espèce de registre des loyers, Mario. Là. C'est donc pas comme ça qu'on le combien présente. tu le louais dans les années précédentes? Oui, exactement. Pour qu'on ait un levier de négociation supplémentaire lorsqu'on est locataire, qu'on rentre dans tout ça pour permettre de sévir contre les rénovictions aussi, plus de pouvoir, en clair, aux locataires. Le problème, c'est que, ce faisant, il vient mettre les pattes directement, Mario, dans les compétences des provinces. Là, on s'entend. Totalement. Là. Le logement, au même titre que la santé, le logement dans la Constitution canadienne, c'est dans les pouvoirs des provinces. Tout simplement. Point à la ligne. Et là, on a déjà eu des réactions assez fortes, merci, déjà à Québec. Mario, là, Jean-François Roberge, qui est le ministre responsable des relations canadiennes, lui a dit un non clair et précis en disant qu'on ne laisserait pas le fédéral venir intervenir. La ministre France-Hélène Duranceau du Logement a dit que c'était hors de question qu'il y ait une charte fédérale qui vienne interférer dans les pouvoirs du Québec en termes de logement. Donc, ça sonne beau, là, Mario, tout ça, mais dans le fond, là, le Québec réagit fort. On comprend pourquoi avec l'historique. Est-ce que toutes les provinces vont finir par dire non merci puis ça va tomber à l'eau? Je sais pas, mais je voyais le constitutionnaliste Patrick Taillon de l'Université de Laval semblait dire tout à l'heure sur les réseaux sociaux que sur celle-là, le Québec avait des arguments particulièrement forts pour contester. Alors, ce sera à voir, mais c'est toujours la même chose. Le fédéral, crée un nouveau programme d'assurance médicaments, prend un nouveau programme d'assurance dentaire, crée un nouveau registre pour les locataires, toujours en disant, moi, là, je m'occupe du monde, puis je fais des programmes pour aider le monde. Mais c'est pas la job du fédéral. Mais c'est pas la job du fédéral, Puis le fédéral, par ailleurs, fait pas sa job. Parce que, par exemple, en matière de logement, il y a des choses que le fédéral pourrait faire, puis il les fait pas. D'ailleurs, c'est ce que Pierre Poilievre reproche là, continuellement à Justin Trudeau. Mais disons que celle-là, c'est parce que c'est comme une accumulation là, j'ai pas souvenir que sur une seule année, là, mettons 2023-2024, sur 12 mois, mettons, là, depuis l'assurance, mettons, dentaire jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'assurance médicaments, j'ai pas souvenir d'une telle rafale d'ingérence forte et claire du fédéral dans les pouvoirs des provinces. C'est vraiment, vraiment à vitesse grand V que le fédéral rentre dans les juridictions. Et probablement que Justin Trudeau fait la balance des inconvénients. Il se dit qu'il y a moins de gens dans les provinces qui vont être sensibles à ça, que là, il essaye d'aller chercher une clientèle électorale très sociale, peut-être l'enlever au NPD, pour essayer de se remonter électoralement. Là. Au-delà du social, Mario, on se comprend que des locataires, il y en a, puis il y en a beaucoup. Puis il y en a beaucoup qui arrachent. Puis ils sont frustrés ces années-ci. Non, on comprend. Mais est-ce que la solution au problème des locataires, c'est un registre, ou est-ce que c'est de construire plus de logements? Ça, c'est la grande question. Du côté de Québec, en tout cas, qu'est-ce qu'on répond, Mario? Le fédéral a les pouvoirs sur quoi? Les frontières, puis en laissant entrer autant de demandeurs d'asile, mais ça met de la pression sur le système de locatif et le système, évidemment, puis Valérie Plante, d'habitation. elle avait promis ça, un registre des loyers comme ça. C'est pas directement un registre des loyers, par contre, là, qui est déployé
employés par Valérie Plante, presque en même temps, Mario, on dirait presque qu'ils se sont parlé. Elle a dit que son engagement qu'elle avait pris, elle se sent pas en mesure de le réaliser, mais elle fait autre chose qui va aider. Le projet propriétaire responsable qui est présenté aujourd'hui, protection des locataires contre la crise du logement, c'est l'objectif au travers de tout ça. Et là, on parle, entre autres, de réaliser plus d'inspections. Là. C'est surtout une espèce de programme de vérification accrue de la ville et de ses fonctionnaires pour aller... Des mauvais propriétaires, des bâtiments en mauvais état. De l'insalubrité, exactement. Puis particulièrement dans des régions, des quartiers qui sont soit A, plus pauvres, soit B, mais plus anciens, là, vieillissants. Mais la ville fait pas déjà ça, elle n'est pas déjà supposée s'occuper de ça. Ils sont censés déjà le faire, Mario. Là, on dit là, ils vont qu'on le faire plus. Ouais, on veut inspecter de manière plus intensive dans les parcs immobiliers les plus vieillissants. Exact, je vais la faire encore plus. Puis elle a dit, là, Mme Plante, on va pas attendre que les gens fassent la demande d'inspection, on va aller les faire, on va leur porter assistance plus d'avance. Ils ont donné aussi 30 000 $ à l'organisme Vivre en Ville, qui, eux, veulent bonifier l'espèce de registre des loyers qui sont déjà en train de monter de leur côté, là, de cet organisme-là. Mais ouais, Mario, c'est sûr, c'est une annonce qui semble, là, d'un côté, en Ottawa, qui dit... Ouais, on prend des initiatives dans des domaines qui sont pas notre compétence, mais ça va avoir l'air bon pour les locataires. Puis on a Valérie Plante qui dit, on va aider les locataires en faisant plus notre job. Ouais. Mais c'est bizarre. Un jour, il faudra que tout ce monde-là comprenne que tu veux régler la crise du logement, ça prend plus de logement. La ville, dans ce cas-ci, la ville a un pouvoir direct là-dessus, là, sur les délais de construction, les délais d'obtention de permis. D'ailleurs, plus tôt dans l'émission, on a reçu un économiste de la SCHL, là, l'économiste principal de la SCHL, dossier Montréal. Puis c'est la première chose qu'il dit, là. Il faut être plus souple, plus rapide à émettre des permis. Il faut qu'ils se construisent plus de logements. Actualité. Un cas de cours, Mario, assez étonnant, merci, qui est apparu un peu plus tôt aujourd'hui. Puis selon les dernières informations de nos collègues du Journal de Montréal, peut-être que le principal accusé ne sait même pas qu'il l'est encore, à moins d'avoir lu le journal, bien évidemment. On parle d'un réalisateur, Philippe Brisson, 45 ans, qui est formellement accusé là, depuis lundi de 2 chefs de vol de plus de 5 000 $, alors qu'on a, en sa possession, il y aurait des objets volés, plus de 100 000 $ de vol. Quel genre de vol? Du vol de matériel à Radio-Canada, Mario. C'est là que l'histoire est assez étrange, merci, parce qu'on se souviendra qu'à l'été et à l'automne 2022, on a procédé du côté de la Société d'État à un transfert, d'un déménagement, si on veut, de tout le matériel dans la nouvelle maison de Radio-Canada. On a quitté la vieille grande tour brune, qu'on la surnomme affectueusement. Mais dans le processus, on se comprend, déménager autant de matériel qui était là sur autant de décennies, c'est un peu le brouhaha, c'est un peu le fouillis, si on veut. Puis dans tout ça, M. Brisson, lui, aurait décidé de voler des objets qui appartenaient à la Société Radio-Canada. On parle entre autres de AirPods, des lentilles de caméra, des caméras elles-mêmes, bref, du matériel, on se comprend, audiovisuel, qui vaut une fortune, qui vaut très cher, et il l'aurait ramené chez lui. Et là, c'est d'autres employés de Radio-Canada qui auraient vu là, une pièce sécurisée dans laquelle on mettait de l'équipement, dont la porte était juste brisée, là, endommagée, puis qui ont mis la puce à l'oreille des enquêteurs, enquête qui a été déclenchée par la suite. Et donc, on se rend compte qu'il y a eu de l'argent, puis du matériel, Mario, volé là, du côté de Radio-Canada. Oui, mais ça n'avait jamais été mentionné, ça n'avait jamais été dit. Et je pense que, je sais pas, il y a dû avoir une enquête à l'interne avant de soumettre ça aux autorités judiciaires. Il y a dû avoir une enquête à l'interne. Radio-Canada dit ne pas pouvoir en parler davantage. Je crois que c'est du bien public, là, c'est les biens d'une société d'État, mais qui sont toujours soumis à l'obligation de protéger la confidentialité des dossiers des employés. Fait qu'à cause de ça, malgré qu'il s'agisse de biens publics, on dit qu'on peut pas en parler davantage. Là, d'autant plus que c'est judiciarisé maintenant. Voilà. Donc, pas plus d'informations pour l'instant. Il y en aura clairement là, un peu plus tard, Mario. Tout savoir en 24 minutes. Et qu'on n'a pas fini de parler de l'éclipse, hein? C'est pas tout de suite, Mario, mais on en parle, puis on en reparle. Puis cette fois-ci, mais on en parle pour les mauvaises raisons, parce qu'il y a sur le marché toutes sortes de lunettes là, pour voir l'éclipse. Tu comprends? À peu près tout le monde va vouloir le regarder. Et ça, c'est pas une blague, parce que l'éclipse, bon, on dit on capote pour rien, mais on capote pour rien. Il y a un danger bien réel pour les yeux. Je veux dire, si vous regardez l'éclipse, il faut avoir des lunettes appropriées, sinon il ne faut pas la regarder, ou il faut la regarder autrement, indirectement. Mais là, c'est la qualité des lunettes qu'on peut s'acheter, là, qui soulève des questions. Puis si vous avez des lunettes qui font pas la job, ben là, vous avez le danger de regarder l'éclipse. Ben oui, puis surtout que c'est pas juste
le sud du Québec qui est concerné par une éclipse totale comme ça. Il y a une partie des États-Unis aussi. On est dans le Vermont, on est dans le Maine, qui vont être couverts par l'éclipse totale. Et le problème, c'est que tout le monde veut regarder l'éclipse. On se comprend. Là, je connais pas personne qui se dit « Ouais, moi, je vais aller dans mon sous-sol puis je la regarderai pas, cette patente-là. » Mais les élèves qui vont être enfermés dans des gymnases. Non, avec du papier brun tapé sur les fenêtres, Mario. Là, du bon papier brun protecteur. C'est ça qui va faire la job. Non, on rit, mais on se comprend. Tout le monde va vouloir regarder tout ça. Mais évidemment que c'est une opportunité d'affaires incroyable pour les fraudeurs, Mario. Et c'est là-dessus que ça s'est mis. Alors que ce soit sur Marketplace, Amazon et même chez Canadian Tire, du côté de nos collègues du journal, on a trouvé de ces paires de lunettes qui sont pas directement homologuées. Là, parce que ça prend une certification précise pour être capable d'avoir des lunettes qui sont dites efficaces. Là. C'est une norme qui s'appelle ISO 12312-2. Okay? Et cette mesure-là, ça permet de prouver qu'ils ont été testés en laboratoire, qu'il y a toutes sortes de mesures qui ont été mises dessus. Le problème, c'est que là, il y a des paires de lunettes où on écrit « Oui, ISO », mais ça explique pas d'où ça vient, où ça a été testé, quel est l'endroit où ça a été testé aussi, parce que tout ça, c'est des données qui sont censées être essentielles là, auprès des experts, Mario. C'est ce qu'on explique. Donc, on a de ces lunettes qui pourraient être défectueuses, puis on se comprend que s'il y a plein de gens là, qui ont des lunettes qui fonctionnent mal puis qui vont regarder une éclipse, on risque d'avoir une petite avalanche là, de problèmes oculaires par la suite. C'est ça, là. Mais là, les gens se demandent comment... peut-être quelque chose qu'on pourrait traiter dans les jours à venir, mais les gens se demandent comment être certain de l'efficacité ou de la qualité de ces lunettes. Je sais qu'on peut les commander sur le site là, Eclipse Québec. Eux, tout ce que tu commandes, là, ils ont des lieux, des points de vente, ou tout ce que tu trouves en passant par là. Ça, t'es blindé. Oui, voilà, parce qu'Eclipse Québec ont fait justement là, un répertoire des fournisseurs qui sont accrédités pour tout ça. Après ça, il y a l'American Astronomical Society qui, eux, là, ont une liste de manufacturiers, d'importateurs qui sont approuvés de leur côté. Et là, les informations que vous devriez pouvoir trouver à l'intérieur des lunettes. Là. Si vous en avez déjà acheté une paire sur Marketplace ou ailleurs, et là, je ne dis pas que c'est nécessairement une mauvaise paire, mais il y a des informations que vous devez trouver. Là. Oui, ça prend la mention là, du ISO, mais ça prend aussi le nom et la localisation de la personne qui a fabriqué les lunettes. Ça prend le nom de l'organisation qui a testé le produit. Des instructions d'utilisation sont aussi écrites sur toutes les paires de lunettes. Il y a un avertissement au soleil aussi de ne pas le regarder directement. Puis il y a des conseils d'entretien et de conservation aussi que vous devriez trouver sur ces lunettes-là. Bref, il va y avoir du texte à grandeur des petites lunettes que vous commandez avec ces instructions-là précisément. S'il n'y en a pas, vous pouvez vous poser quelques questions. Puis ça vaut la peine à ce moment-là d'aller voir sur le site Eclipse Québec ou autre avant de regarder directement le soleil, Mario. Je pense que c'est un conseil que tout le monde devrait prendre. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Triste nouvelle, un peu inhabituelle aussi ici au Québec. 3 motoneigistes qui sont décédés hier dans une avalanche dans le coin de la Gaspésie. Pas habitué d'avoir ça dans notre coin de pays, Mario, des avalanches. Quoique en Gaspésie, il y en a là, dans les monts Chic-Choc, il y a des avalanches. Il y a même Avalanche Québec là, qui surveille, qui met des avis. Eux étaient un peu en dehors de la zone centrale des monts Chic-Choc où Avalanche Québec surveille les avalanches. Ils étaient plus proches de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Mais dans une période où les risques d'avalanche étaient connus, annoncés quand même, il tombait beaucoup de neige, puis il faisait soleil, là, un soleil après une grosse neige, des grosses quantités de neige, c'est un soleil qui tape, donc qui change la texture de la neige, qui la chauffe. On dit que c'est très propice de la faire décoller, faire partir des avalanches. Et c'est ce qui est malheureusement arrivé au groupe de 4 motoneigistes là, originaires de l'Estrie qui étaient sur place, alors qu'un des motoneigistes, celui qui a survécu d'ailleurs à l'incident, le seul, prenait en photo, là, capturait les images de ce qui se passait comme expédition, mais les autres étaient sur une corniche. C'est la corniche pleine de neige en tant que telle, là, qui s'est comme détachée, si on veut, qui a provoqué un mouvement d'avalanche. On parle d'à peu près 2 mètres de neige qui s'est accumulée sur les 3 hommes qui malheureusement sont décédés. Là. Les autorités n'ont rien pu faire pour eux. Ils n'avaient pas non plus rien, là, les espèces de petits balises, émetteurs, les balises émettrices là, que tu as. Les gens qui font du ski ont toujours ça, de telle sorte que si jamais il était enseveli après une avalanche, des gens équipés vont exactement savoir où est-ce qu'est le corps, creuser tout de suite à la bonne place. Les motoneigistes sont moins craintifs, moins équipés, moins préparés aux avalanches. Je parlais ce matin avec une des personnes d'Avalanche Québec qui disait les gens s'en rendent pas compte, mais très souvent, skieurs, motoneigistes provoquent l'avalanche. C'est-à-dire que tu as une situation quasi instable, de la neige qui est sur le bord de partir, puis qui te manque juste ça, là, quelqu'un qui part, un véhicule, de la vibration, une randonnée en ski. Ça prend juste ce petit mouvement-là
Donc, les gens sont le déclencheur de leur propre... Sans s'en rendre compte, mais le déclencheur de leur propre avalanche. Et c'est loin d'être impossible que ce soit qu'ils soient arrivés ici. Économie. Après les États-Unis, voici que le Québec va se joindre à cette croisade qui s'organise lentement mais sûrement contre le site de vente en ligne Bon Marché Temu, qui est d'origine chinoise. Une application géante de la vente que vous avez peut-être vue sur des réseaux sociaux, dans des annonces, ou même au Super Bowl, Mario, parce que je me souviens que c'était inondé comme une espèce de ça. de Amazon un peu bas de gamme. Ouais, mais bas de gamme comme suspect, Mario. Là. C'est vraiment ça. Là. Tu trouves un bol à salade à 2 $, un beau bol en bois, pose-toi des questions. T'sais, la plupart des produits sur Temu sont à des prix dérisoires, là, des 1 $, des 2 $ pour des produits que tu te dis, mais mon Dieu, ça n'a aucun bon sens. Mais si ça n'a aucun bon sens, il y a des raisons derrière tout ça, Mario. C'est de la scrap. C'est de la scrap, mais c'est pas juste ça. On vole de vos données. C'est ce qui devient de plus en plus apparent. Là. Quand un service est gratuit ou presque gratuit là, sur les réseaux sociaux et sur le web en général... Parce que c'est toi le produit, là. C'est parce que c'est toi le produit. Puis dans ce cas-ci, c'est exactement ce qui arrive. Temu pourrait rentrer carrément dans ton tel, aller chercher les données, les contacts... C'est ce qui est allégué en ce moment, entre autres, par le Consumer Law Group, là, un cabinet d'avocats, dont Andrea Grass, là, qui est l'avocate en charge de ce dossier-là, qui était avec notre collègue Yasmine Abdel-Fadel, d'ailleurs, plus tôt aujourd'hui à son émission, puis qui explique que oui, là, il y aurait des risques sérieux là, de cybersécurité liés à cette application-là. Puis comme il y a une proximité, encore une fois, dès que tu es une entreprise en Chine, on se comprend-tu que quand le gouvernement est tout puissant, ben, les murs, les garde-fous entre toi puis le gouvernement lui-même sont excessivement minces, surtout qu'on n'a aucune idée à ce point-ci pourquoi on voudrait accumuler autant de données du côté de Temu. Donc, action collective qui s'organise. Si vous êtes un utilisateur, vous avez été un utilisateur de Temu au Québec, qui que vous soyez, vous pouvez appliquer à cette action collective. Ouais. Mais d'ici plus de détails sur cette action collective, peut-être une petite prudence avec ce site d'achat. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.